Salut, bienvenue au nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu le Dr Péloquin, qui est endocrino-fertologue. Oui, elle est venue nous parler de plein de choses qu'on connaissait pas parce qu'on n'avait jamais entendu parler de cette spécialité-là. Entre autres, elle nous a parlé du processus à travers passent les couples qui cherchent à avoir un enfant. C'est un épisode qui a passé vraiment vite. Là, les 50 minutes sont parties comme ça. Et on vous le conseille fortement. Donc, bonne écoute! Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Péloquin. Enchantée. Enchantée. Merci de m'avoir invitée. Honnêtement, j'étais vraiment contente de recevoir le courriel. Là. Fait que c'est un plaisir d'être avec vous ce soir ici. Bien, merci à vous. Là, on est vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui puis de pouvoir parler de ce sujet-là. Là, ça nous intéresse vraiment. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez toujours su si vous voulez aller en médecine? Bien, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de baigner dans une famille où il y avait beaucoup de médecins et de travailleurs en santé, des pharmaciens, puis tout ça. Fait un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Puis, je savais, oui, que je voulais faire la médecine. Même, semble-t-il, j'avais écrit ça dans un de mes carnets de finissante au primaire que j'allais être médecin. C'est sûr qu'à l'adolescence, j'avais vraiment hésité entre enseignement de littérature puis médecine. Fait que j'avais vraiment appliqué dans les deux programmes pour l'université. Ah ouais? Ouais. C'est quand même très différent. Là. Complètement différent. Fait que quand j'ai reçu l'acceptation des deux, j'ai vraiment comme tergiversé. Puis finalement, je me suis dirigée vers la médecine parce que je me suis dit, mais justement, avec mon poste actuellement à Sainte-Justine, je suis capable de faire de l'enseignement en médecine aussi, aux résidents puis aux étudiants en médecine. Fait que je me suis dit, si je suis médecin, je peux quand même être prof. Si je suis enseignante en littérature, je serai pas médecin. Puis je me disais que j'allais peut-être avoir un regret de pas être allée dans cette voie-là. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai penché vers la médecine, finalement. OK. Ouais. Donc, est-ce que tu es rentrée directement du cégep ou tu as passé par un parcours différent? Non, j'ai eu la chance d'être rentrée directement du cégep. Puis moi, je vous l'ai dit un peu, là, je suis un petit peu impulsive, puis j'aime ça quand ça gaule, puis quand ça va vite. Puis c'était un peu la raison pour laquelle aussi je suis allée en médecine à Sherbrooke, parce que le programme était 4 ans, au lieu de 5 ans à Montréal et McGill, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Fait que, j'ai été acceptée directement du cégep, puis j'ai dit, bon, allons-y, on va se lancer en médecine à Sherbrooke, ça va être 4 ans, ça va être terminé, puis ça va être intense, mais on va vivre l'expérience à fond, là. Okay. Donc, vous venez de Montréal? Oui, moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. En fait, je viens de Rosemère. J'ai grandi vraiment en banlieue de Montréal. Puis, je suis partie là, pour tout faire mes études, dans le fond, à Sherbrooke. Ah ouais. Ouais. Ça a été comment de déménager loin de la maison pour Extraordinaire. Honnêtement, moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. C'est sûr, tu sais, après, moi, je suis pas une fan de trafic, là. Fait que je suis encore sur la Rive-Nord de Montréal. Puis, je travaille à Sainte-Justine souvent 2 jours semaine. Fait que le trafic, je le connais maintenant. Mais je voulais vraiment l'éviter comme la peste quand j'étais à l'université. Puis, c'est sûr, moi, j'ai vraiment trippé. Là. C'est sûr, Sherbrooke, c'était la vie de campus. Là, on habitait tous sur la rue Brulotte, là, qui était à côté dans le fond, du CHU là, à Fleurimont. Fait qu'il te manquait des œufs ou un lait, du beurre. Tu descendais en bas parce que c'était tout du monde en médecine de ta classe ou de l'année en haut. Dans les blocs appartements, c'était extraordinaire. Pour vrai, moi, je regrette rien. Là. Vraiment, mon parcours universitaire, j'ai adoré Sherbrooke. Vraiment. Et pendant votre médecine, qu'est-ce qui a orienté votre choix de résidence? En fait, là, étonnamment, moi, c'est ça, j'aimais ça que les choses aillent vite, mais je faisais mes stages, puis là, j'étais là, aïe, si je rentre en médecine familiale, dans 2 ans, j'ai fini. Dans 2 ans, je rentre sur le marché du travail, puis
Là, c'est ça. Moi, j'avais 23 ans, 24 ans, puis je me sentais pas prête du tout. OK. Fait que je me suis dit, OK, je vais me spécialiser, mais j'aimais tellement d'affaires. Puis c'est vraiment comme au fil de mes stages, je me rendais compte que plus je faisais des stages en médecine interne, tu sais, que ce soit médecine interne générale ou connexe, tu sais, dans le fond, j'avais fait de la gastro, de la cardio, ben j'aimais toutes les surspécialités de médecine interne. Fait que je me suis dit, ben choix logique, j'aime la médecine interne, j'aime me creuser la tête, j'aime ça prendre le temps de réfléchir et tout ça. J'aimais les techniques aussi. Fait que je me disais, ben la médecine interne, tu sais, il y aura des surspécialités où je pourrais faire des techniques. Fait que je me suis dit, parce que je suis rentrée en médecine interne ne sachant vraiment pas en quoi j'allais me surspécialiser, là. Ouais. Fait que, j'ai dit, ben on va repousser le choix de carrière à 3 ans plus tard, puis on va faire la résidence, puis on va voir ce que ça va donner, là. Qu'est-ce qui a orienté le choix, justement, 3 ans plus tard? En fait, ça a été vraiment mon stage en endocrino qui a confirmé. Je suis tombée en amour avec la spécialité. Je connaissais pas ça. Honnêtement, je suis vraiment pas rentrée en médecine interne en me disant je vais être endocrinologue qui va travailler en fertilité, là. Vraiment pas du tout. En fait, ça a été vraiment durant le stage endocrino, j'ai eu un coup de cœur pour le milieu, pour l'équipe, pour la clientèle, parce que ça a l'air de rien, mais l'endocrino, c'est vraiment vaste et vraiment varié. On traite des cancers de thyroïde, on traite des hyperthyroïdies. Après ça, on traite des patients diabétiques type 1. Ça bouge, c'est très dynamique. Tu sais, les pompes à insuline, tu sais, il y a 100 ans, on a, à peu près, là, c'était le 100e là, anniversaire de ceux qui ont inventé l'insuline. Là. Okay. Ils viennent de Toronto, Banting. Ils ont eu le prix Nobel pour ça, la petite capsule historique par le côté. Fait qu'en 100 ans d'évolution tu sais, avec l'insuline et tout ça, on est rendu avec des pompes à insuline aujourd'hui et tout ça. Juste, moi, j'ai des patients diabétiques que ça fait 50 ans qui ont été diagnostiqués puis ont connu de prendre leur glycémie, tu sais, vraiment au niveau de l'urine. Fait que c'est vraiment l'endocrino, c'est vraiment moi, j'ai trouvé que c'était une spécialité très dynamique qui était très en progression, en évolution. Fait que je trouvais que c'était vraiment la spécialité qui me convenait. Puis aussi, évidemment, ben, j'ai rencontré l'endocrinologue qui travaille en fertilité à Sherbrooke. Puis quand je l'ai suivi comme R2 en stage, j'ai dit, mais moi, c'est devenu ma mentor. Puis je me suis vraiment dit, j'aimerais vraiment avoir une pratique comme elle. Donc, pendant la médecine interne. Oui, déjà en médecine interne, moi, je me suis dit, je vais rentrer en endocrino pour me surspécialiser en fertilité. Là. Fait que ça a été très, très rapide. Là. Contrairement à mon choix de spécialité, là, surspécialité, j'étais vraiment, vraiment motivée. Je savais où je m'en allais. Fait que c'est ce que je leur ai dit en entrevue aussi. Puis finalement, ben ça a fonctionné. Fait que je suis bien contente puis je regrette rien encore une fois. Là. J'adore ce que je fais. Ouais. Donc, le tronc commun en médecine interne, c'était 3 ans. Oui. Puis ensuite, la résidence en endocrino, ça, c'était combien de temps? C'est 2 ans. 2 ans, OK. Oui, 2 ans de surspécialité en endocrino. Puis après, ben, le fellowship là, d'une durée d'1 an en endocrino de la reproduction et infertilité, dans le fond. OK. Tu l'as fait où, le fellowship? Je l'ai fait. En fait, je devais faire 1 an en Suisse, mais j'ai terminé, moi, ma résidence en plein dans la pandémie. En fait, ça a été l'horreur. Là. Ça, c'était moins le fun. Là, comme j'étais vraiment dans la pandémie quand le plan quinquennal a été repoussé de 6 mois. Fait que moi, j'ai terminé ma résidence. Il me restait 1 mois à faire. Je savais pas où j'allais pratiquer. Bien, je faisais mes entrevues pour savoir où j'allais pratiquer parce que le plan quinquennal venait de sortir à 6 mois de retard. Fait que, bref, tout a été décalé. Obtenir mon visa pour aller en Suisse, ça a été aussi très, très intense à cause de la pandémie. Fait que finalement, ben, tu sais, Sainte-Justine, ils m'ont permis ils m'ont dit, si tu veux faire l'année au complet au Québec, tu sais, compte tenu des circonstances et tout ça, c'est correct, ça va être, on accepte et tout ça. Puis finalement, j'ai fait 6 mois où je suis à Sherbrooke, je suis retournée à mes racines. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. J'ai vraiment été chanceuse. Encore une fois, là, l'équipe de fertilité à Sherbrooke, c'est vraiment extraordinaire, là. Fait que j'ai vraiment adoré. Fait que j'ai fait mes 6 premiers mois à Sherbrooke, puis après ça, je suis partie là, à la clinique Procréa là, à Lugano, en Suisse. Ça, c'était extraordinaire aussi. OK. Ouais. Puis là, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça fait un endocrinologue dans la fertilité? Parce que c'est quelque chose de plutôt abstrait, je pense, pour nous trois. On a aucune idée. Assez rare. En fait, c'est sûr que, tu sais, un endocrino-fertologue, tu sais, dans le fond, c'est de savoir en quoi ça diverge d'un gynécologue qui est surspécialisé en fertilité, j'imagine. Là. Mais en gros, c'est sûr que moi, je suis pas chirurgienne. Fait que tout ce qui est chirurgical, ben je le réfère à mes collègues. Okay. Fait que, moindrement que les patientes ont des fibromes de 7 cm et plus, des kystes ovariens avec indication de chirurgie, passerisse de torsion en grossesse et tout ça, je vais les référer à mes collègues en gynéco qui vont opérer. À la différence d'eux, eux vont me faire des références aussi parce que je prends en charge. Il y a certains gynécologues qui sont quand même assez à l'aise à prendre en charge le facteur masculin, je vous dirais. Mais actuellement, c'est sûr qu'il y a un fléau aussi de
d'hommes qui ont pris des stéroïdes, qui ont pris de la testostérone. Ça engendre, tu sais, des hypogonadismes, là, ça, en bonne vulgarisation, ça veut dire des baisses de testostérone, souvent sur des problèmes soit de l'hypophyse ou éventuellement là, au niveau testiculaire, clairement. Mais on a un neurologue aussi qui travaille à Sainte-Justine. Fait qu'on travaille ensemble, lui et moi, en ce sens que moi, je peux faire aussi toute l'initiation des traitements, mettons, d'HCG ou Ménopur pour améliorer la spermatogenèse des hommes qui ont des problèmes, là, justement, là, des oligospermies, donc qui manquent de spermatozoïdes et tout ça. Comme je dis, il y a certains gynécologues qui sont à l'aise de prendre en charge certains le facteur masculin, mais je pense pour les molécules plus poussées comme ça, la HCG puis le Ménopur, ben ça va être vraiment plus du côté des andrologues, là, donc les endocrinologues puis les urologues fertologues. Puis c'est ça, comme je vous dis, moi, j'opère pas. Je suis pas chirurgienne, donc je fais pas de ponction d'ovules. Je fais pas les transferts d'embryons. Mais après ça, je veux dire, les endocrinos puis les gynécos, on évalue les couples, on prend en charge nos patients, je fais des échographies pelviennes, je fais des hystérosonographies. Fait que c'est assez similaire, je vous dirais, là. Juste le côté chirurgical que je fais pas. Là. Ouais. Mais c'est vraiment clinique. Là. Oui. On dirait que je m'imaginais moins ça. Mais... Oui, non, tu sais, c'est vraiment... moi, dans le fond, je reçois des couples, je prends en charge mes couples, puis tout ça. Puis, exactement. Là, puis, l'endocrino à Sherbrooke aussi, c'est la même chose, dans le fond. Là. Est-ce que vous suivez aussi des nouveau-nés? Non. Ça s'arrête comme... Oui, endocrino, dans le fond, endocrino adulte, on voit des patients de 18 ans et plus. Okay. On les voit pas en bas de 18 ans. Pour vraiment voir la pédiatrie, l'endocrinopède, il faut faire la spécialité de pédiatrie. Là, je sais plus combien d'années exactement, mais il faut faire après ça la surspécialité d'endocrinopédiatrie pour voir des patients de moins de 18 ans, dans le fond. Ouais. C'est quoi les démarches pour qu'un couple soit référé à vous? Excellente question. En fait, je sais, j'ai fait mon fellow à Sherbrooke aussi, fait que je sais que pour Sherbrooke puis Sainte-Justine, pour les autres cliniques privées, OVO et Fertilis et compagnie, ça, je sais pas comment ça fonctionne. Mais nous, dans le fond, ça prend une référence, évidemment, soit d'un médecin de famille ou d'un gynécologue là, général ou endocrino, peu importe, qui demande vraiment que le patient soit référé, le couple soit référé, ou une femme seule, maman solo aussi, soit référé en clinique de fertilité. Ça, c'est la première façon. Évidemment, il faut que ce soit des patientes âgées de moins de 35 ans. Si ça fait 1 an et plus qu'ils essaient d'avoir un enfant, qui ont des relations non protégées puis qu'il n'y a pas de grossesse, ben là, on parle d'infertilité puis là, ça vaut la peine de venir nous voir. Mais sachez aussi, les patients ne le savent pas puis il y a bien des gens qui ne savent pas qu'on va sur Internet, là, on clique Centre de procréation assistée du CHU Sainte-Justine, il y a un numéro de téléphone et on peut s'inscrire sur la liste d'attente parce qu'on trouvait que, il y a tellement de gens qui n'ont pas de médecin de famille. L'accès et tout ça. Fait qu'au lieu d'aller chercher la consultation, on sait qu'on a moins de 35 ans, ça fait 1 an qu'on s'essaie, on tombe pas enceinte, ben on peut s'inscrire sur la liste d'attente de Sainte-Justine et c'est la même chose à Sherbrooke. Et après, à 35 ans et plus, là, on parle de 6 mois de relations sexuelles non protégées, sans grossesse. On peut venir nous voir là, en fertilité à Sainte-Justine ou à Sherbrooke. Même chose. Ouais. C'est quoi le genre de problème que vous rencontrez au sein des couples? C'est quoi les problèmes typiques? Les causes d'infertilité, c'est sûr que on a une société quand même occidentale. Les femmes ils veulent dans le fond, s'épanouir professionnellement. Puis je pense que c'est vraiment important aussi, là. Je veux dire, un enfant, on fait ça quand on se sent prêt et tout ça. Fait que c'est sûr que... Puis j'ai observé la même chose aussi en Suisse, là, puis mes collègues aussi. C'est sûr qu'un des une des réalités qui fait qu'on peut avoir un peu plus d'infertilité, cela dit, ça reste un couple sur 6, là. C'est pas tant que ça, mais c'est quand même... C'est plus qu'on pense, là. Et comme c'était très tabou, les gens en parlent peu, là. Fait que c'est un couple sur 6 qui va souffrir d'infertilité. Puis, c'est ça. Je vous dirais que les problématiques qu'on rencontre souvent, c'est que les femmes consultent, elles ont 38, 39 ans, 40 ans. Là, ça fait 6 mois, on tombe pas enceinte. Et là, nous, on évalue la réserve ovarienne est diminuée. Parce que chez les femmes, c'est à partir de 35 ans qu'on commence à observer un petit peu un déclin de la fertilité. Ça, c'est dans les problématiques, je vous dirais, qui sont les plus fréquentes. Puis, je vous dirais aussi
qu'avec l'épidémie d'obésité en Amérique du Nord actuelle, il y a beaucoup de consultations en fertilité qui s'expliquent par des IMC supérieurs, des obésités de grade 2. Ou même grade 1, on peut avoir de l'infertilité, mais on l'observe plus, l'IMC, c'est un peu en corrélation aussi, là, pas toujours, mais fait que des IMC supérieurs à 35 et tout ça, les patientes vont développer des endocrinopathies subséquentes, syndrome des ovaires polykystiques et compagnie. Fait que je vous dirais qu'on voit quand même, surtout moi comme endocrino, c'est à moi qui réfère là, la clientèle, là, les patients qui souffrent d'obésité. Fait que ça, c'est sûr que ça fait partie aussi des problématiques qu'on rencontre souvent actuellement, là, en 2024. En Amérique du Nord, je vous dirais qu'en Suisse, il y en avait un peu moins. Mais ici, au Québec, là, on commence à ressembler. On n'est pas comme les États-Unis, mais il y a une petite épidémie quand même qu'on observe, là. Ça ressemble à quoi la gestion des attentes avec les couples qui viennent? Parce que j'imagine que c'est pas possible pour tout le monde. Il doit y avoir des couples pour qui vous dites que ça sera peut-être pas possible. Comment vous gérez ces nouvelles difficiles-là à annoncer? Oui, en fait, c'est ce que j'aimais beaucoup de la fertilité quand j'ai suivi ma mentor, là, quand j'étais R2. La fertilité, il y a beaucoup de psy. Il y a un grand rôle d'accompagnement qu'on réalise pas toujours. C'est d'accompagner ces patients-là du mieux qu'on peut, parce qu'avec bienveillance. C'est sûr que la fécondation in vitro, c'est dans les années 80-85 qu'on a commencé à en faire. À l'époque, il y avait bien moins de succès que maintenant, aujourd'hui, avec les méthodes d'embryologie. Mais c'est pas 100% de succès. C'est 60% de succès pour un couple dont la femme a moins de 35 ans. Fait qu'on a quand même 4 chances sur 10 que ça n'ait pas fonctionné. Fait que ça, c'est très difficile pour les couples, dans le fond, à accepter. C'est sûr que moi, ce que j'aime bien, avec Sherbrooke, on avait des psychologues affiliés à la clinique. À Sainte-Justine, on n'en a plus, on en avait avant. Mais souvent, je suggère aux couples d'avoir du support psychologique parce que c'est pas facile. C'est pas facile sur des couples. C'est la perte de contrôle. Hein? On choisit de se marier. On choisit d'acheter une maison. Mais là, on veut un enfant, il n'y arrive pas. Les réseaux sociaux nous bombardent des belles familles parfaites, la petite photo aux pommes là, en famille. Pourquoi moi, ça ne fonctionne pas et tout ça. On se compare beaucoup. Je dis beaucoup à mes patients aussi de lâcher les réseaux sociaux parce que, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis quand on a des échecs de procédure, les couples le vivent très mal. Puis on le comprend aussi, là. On est là pour les accompagner aussi puis leur offrir des ressources et du support, là. Ouais. En parlant de la procédure, c'est quoi la procédure? Le in vitro, la fécondation in vitro. Oui. C'est un processus quand même c'est un 10 à 14 jours, je vous dirais, assez intensif où on s'injecte des hormones par voie sous-cutanée. Puis à tous les soirs, comme... L'homme et la femme? Juste la femme. Okay. Puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'à tous les soirs, comme femme, on s'injecte là, des hormones. Puis on a des échographies aux 2 jours en clinique. Des échographies vaginales. Puis là, au bout de 10 à 14 jours de stimulation, mais là, on dit, OK, on a assez de follicules qui vont mener à la quantité d'ovules souhaitée. D'habitude, on vise entre 8 et 12 ovules à la ponction d'ovules. Puis là, on déclenche l'ovulation là, avec des médicaments encore par voie sous-cutanée. Puis le jour de la ponction comme telle, c'est vraiment avec une sonde à échographie. Là, les gynécologues vont passer avec une aiguille. Les patients, évidemment, ils n'ont pas conscience de ça, là, mais c'est vraiment par voie vaginale avec une aiguille. On va chercher là, les ovules au sein des ovaires, dans le fond. Ils ne sont pas endormis, mais ils s'en souviennent pas. Là, la grande majorité ne s'en souviennent pas de la ponction. Puis l'homme fournit l'échantillon la journée de la ponction d'ovules. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant de faire le in vitro? Y a-t-il des choses à essayer ou c'est directement vers là qu'on va? Ça dépend des cas, ça dépend du contexte. Au Québec, mettons, le programme de RAMQ, de la fécondation in vitro, fait que on ne paye pas 6 inséminations et le premier cycle de in vitro, peu importe le nombre d'embryons qu'on a, donc le nombre de... Pour les auditeurs qui ne sont pas en médecine, là, dans le fond, embryons, c'est les bébés là, qui ont été faits sous éprouvette. Là, fait que ça... Première ponction, on peut avoir 2, 3, 4 embryons. Chaque transfert d'embryon est couvert si on a 41 ans et moins comme femme. Fait que si on a plus de 41 ans, c'est pas couvert. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, des patientes de 40 ans qui vont avoir 41 ans dans 2-3 mois, ben on ne dira pas de faire les 6 inséminations. On va aller directement in vitro. Fait que c'est vraiment du cas par cas, dépendamment des pathologies aussi qui expliquent l'infertilité. Des fois, on aime mieux aller directement in vitro. OK. Ouais.
Est-ce que, comme endocrino-fertologue, vous avez une partie de votre travail qui est comme dans le laboratoire avec les éprouvettes ou ça, c'est fait par d'autres? Ça, c'est vraiment les embryologistes là, qui font un travail extraordinaire dans l'ombre aussi. Là, ça, on les connaît peu. Là, j'imagine. Moi, je les ai vus travailler quand je suis allée à mon stage, dans le fond, parce qu'à Sherbrooke, on n'avait pas le laboratoire d'embryologie. C'était vraiment à Sainte-Justine. Il y a une collaboration entre Sherbrooke et Sainte-Justine. Là, la ponction d'ovules, ça fait vraiment à Sainte-Justine pour les patientes qui sont suivies en Estrie. Fait que le laboratoire d'embryologie, il est vraiment à Sainte-Justine. Fait que c'était la première fois que je voyais vraiment des embryologistes vraiment faire les embryons là, sous microscope. Donc, vraiment mettre les spermatozoïdes là, au niveau des ovules sous microscope. Ça, c'est vraiment les embryologistes qui font ça. Là. C'est pas nous comme médecins. Mais c'est super intéressant puis c'est vraiment passionnant aussi à voir. Là. Ouais, c'est beau à voir quand même. Là. Une morula puis l'embryon et tout ça. C'est le blastocyste. C'est cool. Ouais, c'est créer la vie. Hein, quand même, c'est un beau... Ben, moi, je suis biaisée, là, mais je trouve que c'est un travail merveilleux. Là. Ouais. Dans une journée quotidienne, c'est quoi que vous faites? On a parlé un peu des consultations là, avec les patients, plus comme niveau psychologique, mais ça ressemble à quoi comme plus typique, une journée complète ou une semaine peut-être? C'est plus simple. Bien, pour moi, en endocrino, je travaille à Saint-Eustache, à l'hôpital à Saint-Eustache, puis à Sainte-Justine. Je fais les deux. Fait que c'est sûr que le lundi, mardi et vendredi, je suis à Saint-Eustache. Je fais de l'endocrino général, mais je fais aussi des échos thyroïdiennes puis des cytoponctions thyroïdiennes, des biopsies. Fait que, mettons, le lundi, je vais faire ma journée consultation suivie de patients en endocrino. Le mardi, même chose, mais le mardi après-midi, je fais des échos thyroïdes puis je fais des biopsies. Puis à Sainte-Justine, vraiment, le matin, je vois des couples, je fais des suivis. Puis l'après-midi, c'est les techniques, fait que des échographies de base, des stérosonographies. Des fois, je fais des biopsies d'endomètre aussi, fait que un peu tout ça. Puis c'est un peu ça, là, la semaine type, là, dans le fond, de l'endocrino qui fait la fertilité. Là. Est-ce que c'est vraiment du lundi au vendredi ou il y a des urgences en fait, les soirs, les fins de semaine? Ben, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de garde encore parce que j'ai... à Saint-Eustache, on est seulement 3 endocrinologues. Ben là, on a une 4e qui vient tout juste d'arriver, donc on va commencer à faire la garde. Mais pour l'instant, je ne faisais pas, j'étais exemptée de garde parce que, c'est ça, on n'était pas assez nombreux là, pour couvrir la garde régionale là, en endocrino. Ça ressemble à quoi, une garde d'endocrino? Une garde d'endocrino, ben en fait, c'est tous les cas urgents d'endocrino. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a, tu sais, des patients qui se présentent en tempête thyroïdienne, des acidocétoses diabétiques sur des diabètes de type 1 qui sont débalancés et tout ça. Fait que c'est ces cas-là qu'on voit à l'urgence. C'est sûr que comme qualité de vie, quand même, l'endocrino, ça reste une belle spécialité parce que moi, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi l'endocrino. J'aimais beaucoup la médecine, mais j'aime beaucoup d'autres choses dans la vie. Fait que je trouvais que l'endocrino me permettait quand même d'avoir une belle qualité de vie et tout ça, un bel équilibre entre travail et tout le reste. Là. Puis c'est ça, la nuit, on peut se faire appeler. Là. Moi, je me souviens quand j'étais à Sherbrooke, on se faisait appeler la nuit, des hypocalcémies sur des hypoparathyroïdies possibles, des choses comme ça, mais tout se règle par téléphone. Est-ce que je me suis déjà déplacée sur une garde de nuit en endocrino? Non. Arrêtez. C'est une spécialité de laboratoire. Fait qu'on est capable de gérer au téléphone, puis on rentre le lendemain matin. Là. OK. Ouais. Fait que ça reste quand même... intéressant. Ouais, une belle... ben, dans le fond, c'est un bel avantage de la spécialité, c'est sûr. Là. Ouais. Ouais, ça donne un bel équilibre de vie. Oui, exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui font qu'une personne fit très bien en endocrino? Des traits de personnalité. Des intérêts que vous diriez qu'il faut avoir ou des compétences? Ou... Les intérêts, je pense que c'est sûr, l'intérêt commun, bien, certainement, en tout cas, les endocrinos que je connais, mes collègues et tout ça, on a tous un intérêt envers la nutrition. Ça, c'est certain, là, parce que avec le diabète et tout ça, ben la nutrition, la gestion et les consultes qu'on a aussi pour obésité et tout ça, c'est sûr que la nutrition, ça fait partie de notre quotidien. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir un intérêt. On n'a pas besoin de nutritionnistes, pas du tout, là, sont là pour ça, mais d'avoir l'intérêt pour les saines habitudes de vie. Il y a beaucoup, comme je vous dis, beaucoup d'endocrinos que je connais qui aiment beaucoup le sport ou qui aiment le plein air. Ou fait qu'en général, je vous dirais que ça, c'est dans les intérêts à avoir. Je pense aussi, ben mes collègues,
collègues que c'est beaucoup des gens intellectuels, là, quand même. L'endocrino, c'est quand même une spécialité qui se résonne, en ce sens. Il y a beaucoup de rétroaction. Là. Vous êtes rendu en quelle année? On rentre en deuxième. Vous rentrez en deuxième année. Avez-vous fait votre phase d'endocrino ou pas Non. du tout? Que vous n'avez pas encore eu la chance d'étudier vos boucles de rétroaction et tout ça. Mais bref, l'hypophyse qui fonctionne moins bien, mais là, ça se répercute et tout. On peut vraiment, en regardant les labos, être capable de pratiquement faire notre diagnostic, mais ça se résonne beaucoup. Ouais. Fait on est des gens, je pense que c'est ça, très intellectuels. C'est sûr, si on adore les urgences, c'est peut-être pas la spécialité pour nous, parce que c'est ça, on est des gens qui, c'est ça, plus peut-être intello. Je fais une généralité, là. Après, on n'est pas tous pareils, Non, mais c'est ça. mais c'est sûr que si on adore réanimer, puis les urgences, bon, là, l'endocrinologue, l'endocrinologie, c'est peut-être pas la spécialité pour nous, là. C'est un petit peu ça, dans le fond, là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins dans votre pratique ou des choses à quoi vous attendiez pas de faire, puis finalement... Oui, bien, en fait, moi, c'est sûr que j'ai eu un début de pratique assez particulier parce que j'ai été la première endocrinologue à travailler à l'hôpital à Saint-Eustache. Okay. Donc, je dirais que le côté gestion que j'avais sous-estimé était vraiment... pas ce à quoi je m'attendais, puis c'est vraiment pas... Je ne suis pas une gestionnaire dans l'âme, là. Je m'en suis rendu compte en montant et en bâtissant un service. Honnêtement, là, ça va faire 4 ans, là, pratiquement, que le service est ouvert et que ça fonctionne. Puis on est rendu 4 endocrinologues maintenant. Fait que, félicitations. Merci pour elle. Honnêtement, ça, c'est vraiment une de mes grandes fiertés, là, parce que ça a été vraiment difficile au début. Là, quand mon collègue est arrivé, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai quasiment fait la première année seule au complet. Puis de monter les protocoles, former le personnel. Moi, je suis arrivée, puis c'était comme, qu'est-ce que ça fait un endocrinologue? T'sais, heureusement, j'avais été super choyée. Il m'avait entourée de secrétaires qui étaient vraiment... et de personnel des infirmières qui se faisait longtemps, qui travaillaient au CIS des Laurentides, puis ils m'ont vraiment aidée. Cela dit, ils n'avaient jamais fait d'endocrino quand même, fait que on partait vraiment de la base, fait que de former tout ce personnel-là, de monter les protocoles pour la médecine de jour, former le personnel en médecine de jour. J'ai travaillé vraiment, vraiment beaucoup de fin de semaine. Au début, puis je vous dirais que c'était irritant parce que toute la gestion de OK, là, je commence ma pratique, puis là, en plus, il faut que je monte le service, puis il faut que je connaisse mes trajectoires. Ça devait être assez intense. Ça a été très intense, puis honnêtement, je n'ai pas le côté gestionnaire dans l'âme que je pensais que j'avais, fait que j'ai délégué, j'ai un chef de service qui fait vraiment bien le travail, puis ça m'a fait plaisir de déléguer le rôle, que je reprendrai peut-être un jour, mais c'est sûr que ça, c'était le côté que je trouvais plus irritant, là, dans ma pratique, c'est sûr, là, au début. Ouais. Mais là, comme je vous dis, maintenant, 4 ans plus tard, je suis vraiment contente. Puis mes collègues, je les adore. Puis on a tous à peu près le même âge. Puis, tu sais, on va souper chez les uns les autres. C'est vraiment extraordinaire. On passe tellement d'heures au bureau dans notre vie qu'avoir une équipe avec qui on s'entend bien, c'est vraiment un plus. Là. Fait que vraiment, je regrette rien. Mais ça a été très difficile au début, là, certainement. Vous avez parlé au début de la technologie, bien, pas de la technologie, mais du fait que votre discipline elle évoluait quand même rapidement. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va continuer d'évoluer avec la technologie, tout ça, autant en endocrino qu'en fertilité? Là? Bien, j'espère qu'en fertilité, ça, clairement, ça explose. Là. Je veux dire, il y a des choses que j'étudiais, des réalités que j'étudiais en fellow. Je suis revenue de fellow en avril 2023, donc ça fait 1 an et demi. Puis, il y a eu d'autres études qui sont venues contrecarrer ça. Tel test ne fonctionne pas. Fait que la fertilité, il y a vraiment, surtout avec les États-Unis et tout ça, on a beaucoup, beaucoup de recherches, mais même au Canada, puis ça, on est très proactif en recherche en fertilité. Puis moi, justement, je suis encore en connexion aussi avec l'Europe et tout ça. C'est vraiment un domaine en pleine expansion. Fait que ça, certainement, ça va continuer. C'est très dynamique, c'est très... ça évolue constamment en recherche et tout ça. L'endocrino, j'espère aussi qu'un jour, surtout, mettons, nos diabétiques type 1, on a essayé les greffes d'îlots pancréatiques. Il y en a chez qui ça fonctionne, mais il y en a qui ont des réponses un peu sous-optimales. Finalement, on a besoin de remettre l'insuline. Fait que j'espère qu'un jour, est-ce qu'on va être capable... Parce que la pompe à insuline est un peu comme le pancréas artificiel, OK? Ouais. C'est vraiment comme on a notre petite pompe qui sécrète notre insuline en continu et tout ça sans s'injecter. Mais c'est sûr que j'aimerais qu'un jour, on puisse greffer des pancréas ou des îlots pancréatiques à tout de moins, comme on est capable de greffer des reins ou greffer des foies. Ou, c'est sûr, je ne suis pas médecin greffeur, là, mais cela dit, j'espère qu'un jour, on pourra offrir une rémission à nos diabétiques type 1 qui ont des fois le diagnostic en jeune âge. Là. Fait que,
si on est capable d'atteindre ça un jour, je le souhaite, là, ça serait vraiment super. Ouais. Et au niveau de l'intelligence artificielle, vous avez dit que c'est vraiment comme un travail intellectuel quand vous analysez comme des labos, des trucs comme ça. Est-ce que l'intelligence artificielle a comme pris une place à comme faire des calculs un peu pour vous avec les boucles puis tout? C'est sûr que les algorithmes avec les pompes à insuline, franchement, c'est extraordinaire. Là, puis ça simplifie la vie de nos patients. Là. Oui, mais encore une fois, ça, il y a une espèce de... On a beaucoup de patients qui arrivent dans notre bureau puis sont comme, je veux la pompe, puis je m'occuperai plus de mon diabète. Non, il faut ajuster les attentes quand même parce que justement, les algorithmes de pompes à insuline d'intelligence artificielle vont être capables d'ajuster, mettons, si notre glycémie est inférieure à 4, là, qui est la valeur inférieure de la normale, d'arrêter dans le fond, de diffuser de l'insuline pour prévenir les hypoglycémies et tout ça. Si on est en haut de 10, on va avoir des bolus parce que la glycémie normale, c'est entre 4 et 7. Là. Fait que oui, l'intelligence artificielle commence à vraiment nous aider et simplifier la vie de nos patients. Cela dit, il faut quand même que les patients encore calculent leurs glucides là, pour être éligibles à une pompe à insuline, rentrent le nombre de glucides qu'ils mangent dans leur pompe pour que la pompe donne un bolus d'insuline adéquat pour couvrir là, le repas qu'ils se donnent. Fait que c'est ce que je dis à mes patients. En partant, si vous ne savez pas calculer vos glucides, vous ne serez pas éligible à une pompe à insuline. Fait qu'il faut apprendre à calculer nos glucides. Puis, oui, avec les méthodes maintenant, puis les modèles automatisés, vraiment, dans le fond, c'est plus les repas qu'il faut gérer, mais le reste, la pompe le prend quand même en charge. Mais ça reste quand même... Oui, l'intelligence artificielle aide beaucoup puis simplifie leur vie, mais ils ont encore une autonomie. Il faut qu'ils participent dans la gestion de leur diabète. Là. Participation active quand même. Ouais. Par rapport à la fertilité, on a parlé beaucoup comme des couples, mais est-ce que vous voulez nous parler un peu des donneurs inconnus, comme comment ça fonctionne un peu tout les ça? Banques de sperme et tout ça. C'est sûr que ce que je réponds toujours à mes patients et que je vais vous dire à vous aussi, nous, les médecins, on s'occupe du côté médical. Puis c'est vraiment, nous, on est vraiment choyés, là. Les infirmières en clinique de fertilité sont extraordinaires. Et les embryologistes aussi, c'est eux qui font vraiment le relais avec les banques de sperme. Cela dit, dans le fond, les donneurs de sperme, nous, à Sainte-Justine, on fait affaire avec 2 banques qui sont, à tout le moins, il y en a une que je sais qui est vraiment basée en Ontario, donc 2 banques canadiennes. Puis les donneurs, dans le fond, ils donnent leur sperme et tout ça. Puis, il y en a qui décident de divulguer leurs photos en jeune âge. Il y en a qui non, dépendamment de la banque et tout ça. Mais c'est assez supervisé et tout. Comme je vous dis, moi, je m'occupe pas de la gestion comme telle de la banque, mais je sais que, mettons, la banque avec laquelle on faisait affaire quand j'étais en fellowship en Suisse, c'était une banque espagnole. Puis vraiment, après une fratrie de 10 à 12 personnes, les donneurs n'avaient plus le droit de donner et tout ça. Il y avait comme un nombre maximal. Il y a eu des petits reportages aussi, comme on discutait, là, qui ont été présentés sur Netflix et tout ça. Je sais qu'il y a des banques au Danemark, des banques de donneurs de sperme, que lorsqu'un donneur a 20 enfants et tout, on arrête. Le donneur ne peut plus donner parce que les risques de consanguinité, fibrose kystique et autres maladies congénitales, l'effet fondateur, là, le risque de consanguinité, de transmettre des maladies héréditaires aux familles. Fait que je sais que, mettons, au sein des banques, c'est très légiféré, très contrôlé, tout ça. Là. OK. Est-ce qu'il existe aussi des banques d'ovules? Oui, absolument. C'est les mêmes banques, là, en général. Puis, dans le fond, c'est ça. Les femmes peuvent acheter... les femmes, mettons, qui ont eu des ménopauses précoces ou les femmes qui ont 43 ans et plus, parce qu'au Canada, à 43 ans jusqu'à 50 ans, on ne fait plus de fécondation in vitro. Fait que c'est le don d'ovules. Okay. On en fait jusqu'à 50 ans au Canada. C'était la même chose en Suisse aussi. Puis là, on peut acheter des ovules. Ouais, les femmes peuvent acheter des ovules, de donneuses d'ovules. Puis c'est quand même des coûts assez élevés. Là. On estime entre 15 000 et 35 000 par don d'ovules. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité aussi d'avoir du don d'ovules dirigé. Donc, si on connaît une donneuse qui veut nous donner ses ovules et tout ça, dépendamment de l'âge de la patiente et tout ça, ça peut être couvert par la RAMQ aussi. Là. Ah ouais. Ouais. Mais l'achat d'ovules, oui, ça fait par les mêmes banques, oui. Puis, le processus est plus compliqué, j'imagine, pour comme faire un don d'ovules qu'un don de sperme, là? Mettons, quand on veut donner ces ovules à quelqu'un, oui, ben c'est un cycle de in vitro. Hein? Fait que, on dit souvent aux donneuses, quand on voit des donneuses qui sont là, mais souvent, moi, j'ai vu des cas dans la famille ou des amis où on dit que c'est un très beau geste parce que la donneuse d'ovules subit, dans le fond, un processus de fécondation in vitro. Donc, elle fait son 10 à 14 jours d'injection. Elle va faire sa ponction d'ovules. Donc, puis après ça, elle peut donner ces ovules-là à la receveuse. Mais oui,
c'est un beau geste. Là. C'est un cycle de in vitro, exactement. Là. OK. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des tests génétiques qui sont faits avant? Chez les donneuses de VUS, Ouais. non. On fait juste... non, ben c'est sûr qu'on fait une histoire là, familiale et tout ça, assez étoffée, justement. On élimine les risques de consanguinité et tout ça, mais non, on fait pas de tests nécessairement génétiques sur la donneuse. Là. Il y a plusieurs analyses qui se font là, sur, mettons, des infections, des risques d'infection et tout ça, mais non, pas de OK. Donc, non. c'est pas vraiment dans votre quotidien de travailler avec la génétique tant que ça? Oui, parce qu'une autre indication d'aller faire du in vitro, c'est justement les patients qui ont des histoires familiales ou personnelles de fibrose kystique. OK. Le premier enfant, par exemple, ou n'importe quelle autre maladie héréditaire, là, mais j'ai la fibrose kystique qui me vient en tête parce qu'on en voit quand même. Mais mettons, j'ai mon premier enfant, il y a la fibrose kystique. Mon conjoint et moi, on était porteurs, on le savait pas. On aimerait avoir un deuxième enfant qui n'est pas atteint de fibrose kystique. Il y a possibilité justement de faire du in vitro, là, donc le même processus, mais vraiment, on va analyser les embryons qui sont faits, puis vraiment, les généticiens là, vont vraiment faire une analyse sur les embryons pour voir est-ce que les embryons sont porteurs de fibrose kystique ou non, et sont sains. Puis après ça, on transfère, là, dans le fond, le transfert d'embryons, c'est le transfert d'embryons sains là, qui ne sont pas atteints de la maladie. Fait que oui, on travaille avec les généticiens, là, oui, assez souvent dans notre travail. Ouais. Un troisième rôle que je ne sais pas si vous voyez des mères porteuses. Mère porteuse, ouais, ben là, ça va commencer, je pense, au Québec, si je ne m'abuse, mais on n'en voyait pas tant que ça parce qu'il n'y avait pas de loi comme en Ontario ou en Alberta. Je vous dirais, tu sais, j'ai eu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, des couples qui ont eu affaire à des mères porteuses en Alberta et en Ontario parce que là-bas, c'est vraiment légiféré en ce sens que la mère, ben, le parent, là, ça peut être des couples aussi des fois homosexuels ou peu importe, là, donc le parent légal, c'est celui qui a engagé là, la mère porteuse. La mère biologique n'est pas mère là-bas. Donc, on peut vraiment... Légalement, c'est plus simple, là, l'Ontario, l'Alberta. Au Québec, semble-t-il que le projet de loi était censé être changé par notre ministre de la Famille. Là, j'avoue que je ne me suis pas tenue à jour là-dessus là, récemment. Enfin, je sais que c'était en pourparler. Là, fait que, Donc, pour l'instant, vous n'en voyez pas? non, pas encore au Québec. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Après, j'ai peut-être des collègues qui ont vu avec les vacances puis tout ça, mais de ce que j'ai su, là, on allait commencer à le faire à Sainte-Justine, mais je sais pas trop quand ni comment et tout ça. Fait que, mais oui, ça s'en viendra, mais c'était pas encore clair. Là, la mère biologique restait celle qui avait accouché de l'enfant là, au Québec. Là. OK. Ouais. Est-ce que vous avez, tu sais, avec tout ce qu'on a vu, mettons, dans les médias sociaux, puis tout ce qui se passe par rapport à l'avortement, est-ce que ça a un impact sur votre pratique des fois par rapport à... Par exemple, les États-Unis qui ont le refus d'avorter, est-ce qu'il y a des répercussions à Sainte-Justine, par exemple? Excuse-moi, je fais du pouce sur ta question. Là. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai observé à date. Justement, on a la chance au Québec d'être vraiment... on est vraiment... chanceux, là, c'est très progressiste en ce sens que le droit des femmes, bon, il n'y a rien de parfait, mais on a vraiment une belle accessibilité aux soins et tout ça. Moi, personnellement, j'ai pas ressenti là, et j'ai pas vu dans ma pratique là, de répercussions du fait que l'avortement est illégal aux États-Unis. Tu sais, je pense que il y a des États du Nord qui sont restés, il y a certains États qui sont restés. Fait que je pense que les femmes, tu sais, qui veulent se faire avorter, qui sont aux États-Unis, vont plus aller vers les États aux États-Unis où l'avortement est encore permis. Là. Fait que non, moi, j'ai pas vu les contre-coups de ça encore au Québec. Là. Je n'ai pas entendu parler non plus en clinique. OK. Ouais. Bon, tant mieux. Je ne sais même pas si c'est en lien avec votre spécialité, mais est-ce que vous faites un peu le pouce, ben pas le pouce, là, mais le lien avec l'adoption si la fertilité est juste pas possible? Excellente question. En fait, aussi, il y a des gens, des fois, qui nous disent quand est-ce que j'arrête? Quand est-ce que. Oui, c'est quand qu'on se rase comme. Oui, puis ça, honnêtement, ça, je pense aussi que c'est un beau travail à faire avec son psychologue ou son travailleur social ou quelqu'un d'externe à tout ça. Parce que c'est très personnel, je vous dirais. Il y a des patients, il y a des couples qui, après un échec, mettons 6 inséminations qui n'ont pas fonctionné, un cycle de in vitro, ils sont brûlés, ils sont vraiment démoralisés. On en a des très motivés qui sont prêts à réessayer, puis 2, 3 cycles de in vitro, j'ai vu ça. Je vous dirais que c'est ça devient très personnel, mais je pense que oui, comme certainement en fertilité, on l'aborde la question, puis on leur donne les ressources.
on les dirige vers Adoption. Moi, je leur dis Adoption Québec là, sur Google ou même l'adoption à l'international parce que dépendamment des pays, puis tout ça, c'est pas tous les pays qui ont les mêmes normes. Certains pays exigent qu'on soit marié, certains pays exigent des couples hétérosexuels et tout ça. Fait que vraiment, je leur dis de se renseigner. Mais c'est propre à chacun. T'sais, comme je dis, il y en a qui se disent, ben là, je suis allée jusqu'au bout, puis je suis plus capable de vivre ça, puis de vivre ces échecs-là. Puis c'est très personnel. Il y a plein de façons d'être parent. Puis encore une fois, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, je connais des gens qui ont adopté, puis je veux dire, c'est leurs enfants, là, puis ils les aiment autant. Je veux dire, c'est ça. Le lien biologique n'est pas là, mais on reste parents, puis on a le bonheur d'élever un enfant, puis de fonder notre famille, puis de réaliser notre rêve aussi, là. Fait que l'adoption, certainement, on en parle aussi, oui. Quand on se fait poser la question, puis tout ça, c'est sûr. Puis, effectivement, dans des cas d'échec et tout ça, on finit par aborder la question aussi, là, certainement. Puis est-ce qu'il y a des parents qui, vous voyez, qui refusent cette option-là, que c'est comme pas une option? Oui. Ou les gens sont assez ouverts en général? Mais je vous dirais que ceux qui ont, honnêtement, là, ceux qui sont vraiment... qui ont vraiment le rêve de fonder une famille et tout ça, qui ont vécu plusieurs échecs, je vous dirais, il y en a qui ont vraiment mijoté. C'est sûr qu'il y en a qui disent, ben ça sera autre chose, on va plus s'investir dans notre carrière ou il y en a qui disent on va ouvrir une famille d'accueil. Ça, j'ai vu ça aussi. Fait que oui, il y en a pour qui l'adoption, c'est pas une option, mais je vous dirais qu'en général, après multiples échecs et tout ça, il y a plusieurs couples qui décident de vraiment s'orienter vers l'adoption puis de se renseigner et tout ça. Oui, certainement. Puis de faire les démarches. On pourrait passer à notre dernière petite section, là, qui, dans le fond, c'est les questions en rafale, donc de type comme A ou B, puis vous choisissez une des deux réponses, puis vous pouvez élaborer si vous voulez ou pas. Donc, la première question, c'est, j'imagine que vous devez quand même vous renseigner puis continuer à apprendre beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'évolution, on a parlé avec la technologie et tout. Est-ce que c'est plus via comme les conférences ou plus par des articles scientifiques que vous lisez sur Internet ou que vous partagez entre collègues que vous apprenez? La réponse, c'est les deux, en fait. Je vous dirais, on se fait envoyer des articles. C'est sûr aussi que moi, justement, je suis encore très en contact avec mes collègues là, qui m'ont formée en Suisse. Encore aujourd'hui, j'ai texté mon ancienne directrice de fellow qui avait une question en endocrino. Fait qu'on s'envoie des articles. Fait que je vous dirais que beaucoup par ça, mais effectivement aussi, moi, j'assiste à beaucoup de congrès. J'ai eu la chance aussi de présenter en congrès aussi. Fait que ça, vraiment, ça nous permet de se tenir à jour, là. Vous avez présenté des recherches ou juste d'un point de vue clinique? Moi, c'était dans le fond, c'était des revues, dans le fond, des études qui avaient été publiées puis tout ça. Justement, j'ai présenté là, à la journée d'obstétrique là, organisée par les gynécos de l'Université de Montréal en janvier. J'avais présenté sur le syndrome métabolique et tout ça, fait que sur les agonistes du GLP-1, dans le fond, les études là, sur l'Ozempic et tout ça. J'ai présenté ces études-là là, qui avaient été publiées. Fait que c'est un peu ça, là. Ouais. Prochaine question. Est-ce que en fertilité, ça fait plus de jumeaux que en... Les grossesses normales? Oui, les grossesses... ouais. Excellente question. Pour le in vitro, on peut juste transférer un embryon à la fois. Fait que ça, le risque de jumeaux est nul. Oui, exactement. Cela dit, il y a quelques rares exceptions où on peut en transférer deux, mais ça, je rentrerai pas là-dedans. Là, mais grosso modo, au Canada, on peut transférer juste un embryon à la fois. À tout le monde au Québec que je sais. Fait que là-dessus, le risque est nul parce qu'on transfère un embryon. Les gens peuvent pas faire de demande spéciale pour des jumeaux? Non, parce que c'est des grossesses plus à risque aussi. Là, mais comme je vous dis, à moins d'exceptions, mais c'est super rare. Là. Puis, mais en insémination... on entend souvent. Oui, il y a des molécules qu'on utilise qui, oui, peuvent augmenter le risque de grossesse gémellaire. Là, le létrozole, entre autres, c'est 5 de grossesse gémellaire. Là. Fait que c'est pas tant que ça. Mais oui, il y a d'autres hormones qu'on peut utiliser qui amènent le risque de grossesse gémellaire à plus 10-15 qui est un peu plus qui est plus que dans la population là, qui s'essaye naturellement à la maison. Oui. OK. Ouais. Dernière question. Lorsque vous rencontrez les partenaires qui désirent avoir un enfant, est-ce que vous les rencontrez comme individuellement ou les deux ensemble tout le temps? Est-ce qu'il y a des...
Je vous dirais que nous, c'est un projet de couple. Fait qu'on évalue le couple ensemble. On commence par la patiente ou par le patient. Puis moi, surtout du fait que, comme je vous dis, je prends en charge aussi le facteur masculin, mais ma première consultation, je vois le couple en personne, je les examine et tout ça. Le pap test doit être fait ou on l'organise s'il n'a pas été fait. On a un rôle de prévention aussi. Puis pour les hommes, j'examine évidemment les testicules et tout ça, être sûr qu'il n'y a pas de varicocèle, qu'il n'y a pas de masse ou peu importe là, des causes locales là, qui pourraient diminuer la fertilité. Fait qu'on voit toujours le couple ensemble puis, parce que c'est ça se fait à deux. Puis quand c'est pas des femmes, des projets solo ou des couples femmes-femmes, là, mais on voit toujours le couple ensemble en général. Mais des fois, on voit juste un, là, on fait des exceptions, mais en général, on aime bien voir le couple ensemble, évidemment. Là. Ouais. C'était super intéressant. On connaissait pas ça. Ouais, on a appris vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tant mieux. Merci à vous. C'était vraiment très agréable. Là. J'espère qu'on va continuer la collaboration. C'était vraiment super. Merci beaucoup.